en faisant l'historique. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont été créés par la communauté internationale pour sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec une crise, avec la guerre et la crise économique qui l'a précédée. Il y avait un désordre. Et pour essayer d'y pallier, l'Angleterre, qui à l'époque était une puissance, l'une des plus grandes puissances, qui était même, qui a colonisé les États-Unis, qui est émergé comme étant un acteur majeur de la guerre, parce qu'elle a été à sortir de la guerre mondiale, ont convoqué. Le contexte est toujours important, le contexte du moment, tout au long de ce qu'on va dire sur ces institutions qui ont plus de 80 ans de vie. Donc à l'époque, le monde occidental dirigé par les États-Unis a décidé d'organiser le monde suivant ses intérêts, suivant sa vision, suivant ses urgences. À l'époque, il n'y avait aucun pays africain, peut-être l'Afrique du Sud, je ne suis pas sûr, mais il y avait une quarantaine de pays, ou peut-être même moins, une trentaine. Donc, en organisant le système financier mondial pour sortir des crises précédentes, ils ont décidé de créer deux institutions. Le Fonds monétaire, comme on l'a dit, avec une vocation qui est de faciliter, à l'époque, chaque pays fixait les paramètres financiers. Il y avait un désordre mondial dans le commerce, dans les échanges financiers. Il y avait l'étalon or, c'est l'or qui était la référence. Donc, pour mettre de l'ordre après la guerre, ils ont décidé qu'il y a une coopérative qui va être créée. Les pays vont se mettre ensemble, à l'époque les pays indépendants, les puissances occidentales qui ont gagné la guerre, pour organiser leurs affaires et pour qu'il y ait une stabilité, que les gens puissent échanger dans la stabilité, pour qu'il y ait une stabilité mondiale, pour faciliter le commerce et le développement. C'est l'effet. Il n'y a pas une institution de financement du développement comme beaucoup l'ont relevé. Son rôle, c'était de surveiller le comportement global du dispositif financier monétaire pour éviter les ruptures. Sur cette surveillance, bon, elle continue jusqu'aujourd'hui et peut-être faciliter le commerce et qu'il y ait une stabilité. C'était sa vocation. Et dans le cadre de cette mission, avoir les ressources de la coopérative pour aider chaque pays qui aurait des difficultés de balance de paiement. C'est le deuxième pied du dispositif avec le Fonds monétaire. La surveillance, le financement et les capacités, l'appui et l'assistance technique. C'est les trois. Ils sont là jusqu'aujourd'hui, ces trois pieds. Je dirais maintenant les développements par rapport à cette mission, pour la contraster avec la Banque mondiale. La Banque mondiale, son premier nom, c'est dans la Banque pour la reconstruction et le développement. Qu'est-ce qu'on reconstruisait à l'époque? C'était les pays d'Europe, sortis de la guerre. Ils ont financé l'Europe essentiellement, le plan Marshall qui était adossé pour aider l'Europe à se reconstruire après la guerre. Donc, à l'origine, vous noterez, il n'est nulle part question des pays en développement de l'Afrique. À l'époque, les pays africains dont nous parlons aujourd'hui étaient des colonies. Leur pouvoir, leur avoir ou leur poids économique était compté dans les puissances coloniales qui étaient autour de la table. Et la France sortait de la guerre, pour ce qui nous concerne, très affaiblie. Et on lui a attribué un quota pour qu'il soit autour de la table par la vertu de ses conquêtes coloniales. Ça a été compté pour les Anglais. Et les Américains ont décidé presque arbitrairement de dire ce que chacun pouvait avoir. Bon. De là, il y a une évolution, comme vous l'avez dit, puisqu'on était par là jusqu'en 1960 en tant que pays. C'est ce dispositif qui a marché, qui a permis à l'Europe de se remettre sur pied. Le monde occidental, l'Europe s'est tenu sur ce genre, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une trajectoire sur laquelle, avec le recul, on peut être un peu plus favorable que ce que vous avez dit en ce qui concerne le pays. En 1960, donc, la banque ne pouvait plus continuer à financer les pays d'Europe parce qu'ils étaient remis quelque part. Et puisque la banque existait et qu'une soixantaine de pays dans le monde sont devenus indépendants,
qui sont les pays pauvres, qu'ils arrivent, ils adhèrent. Le Sénégal a adhéré au Fonds monétaire en 1961 peut-être, avec d'autres. Il y a peut-être que les pays de la zone franc sont entrés comme un seul groupe, et d'autres pays, d'autres colonies portugaises ou anglaises sont arrivés au Fonds monétaire. Puisque eux, ils avaient des besoins distincts et différents, ils ne pouvaient pas bénéficier des financements de la Banque pour la reconstruction qui devait changer pour devenir une banque pour tous les pays. Mais puisque tous les pays ne pouvaient pas accéder à des financements de cette banque, parce que cette banque de reconstruction accordait des crédits à des conditions qui ne sont pas concessionnelles, des conditions du marché, les pays ne pouvaient pas accéder. Ils venaient d'être indépendants, ils dépendaient de l'aide publique au développement. Donc, on a dit, on crée une agence spéciale pour les pays à faible revenu qui ne peuvent pas accéder au marché pour les aider à se développer. C'est ça la logique derrière. Je ne parle pas maintenant des autres institutions qui ont été créées, MIGA, SFI et autres. Bon, c'est moins pertinent que ce qu'on est en train de discuter. Dans une évolution comme celle-là, vous comprendrez que quand les pays arrivent, ils sont nouveaux, ils sont nombreux, il faut leur trouver une place. Au niveau international, comme on dit, le rapport de force, c'est un jeu à somme nulle. Si un pays, puisque les pays adhèrent sur la base de leurs poids respectifs dans l'économie mondiale, vous avez parlé des 17% des États-Unis, les 4 et quelques pourcents de la France, les 7 du Japon, et ici c'est quelques de la Chine. Ça reflète maintenant. Ça ne reflète pas du tout. Et la réalité aujourd'hui, mais sur le plan historique, c'est pour vous donner une idée de ce que l'Afrique pesait. C'est crucial quand on parle de décision. Aujourd'hui, vous prenez tout le continent africain par rapport si on prend le capital, pour parler simplement, les quotes-parts qui déterminent le poids respectif de chacun des pays, le capital de tous les pays, la participation ou le poids de vote, le pouvoir de vote de tous les pays africains réunis ne fait pas 5%. Pour illustrer, actuellement, avec les 3 sièges, pour prendre l'exemple du FMI, un des 3 administrateurs, le pouvoir de vote est de 1,9, c'est le poids le plus élevé. Le deuxième à 1,7% et le troisième à 1,4%. Faites le total. C'est de ça que fait l'Afrique. Sur les 100%, comparé et contrasté au poids des États-Unis qui font donc de 17%. Quand on est autour de la table, on est 25 aujourd'hui. Imaginez quand on discute. C'est à partir de là qu'il faut se donner une image de quoi on parle et comment ça marche. Si on doit voter, et qu'il y a la minorité blocale des États-Unis, et que vous avez des pays européens dont le poids global regroupé fait peut-être dans les 25% du pouvoir de vote, qui peut-être. Et ces pays ont des intérêts. On est dans un environnement international où le rapport de force, aussi bien aux Nations Unies, avec le Conseil de sécurité, c'est la même dynamique auprès du Fonds monétaire que de la Banque mondiale. J'ai passé 5 ans au Conseil d'administration de la Banque mondiale comme conseiller principal, et j'ai passé 3 ans et demi au Fonds monétaire comme administrateur suppléant. Pour illustrer la prise de décision. Si on comprend cette réalité d'aujourd'hui pour sauter des étapes, vous comprendrez que dans la coopération internationale ou dans les institutions internationales, les décisions se prennent suivant un rapport de force et les politiques qui sont promues portent la marque naturellement de ceux qui ont le plus de pouvoir de vote, qui déterminent plus ou moins l'agenda, ensemble ou suivant des coalitions. Et les pays à faible revenu ou qui pèsent les 6% dont j'ai parlé, ils sont autour de la table. Ce n'est pas comme des enfants de moi. C'est que quand on ne décide pas à partir de leurs intérêts, à partir de ce qu'ils veulent. On décide en fonction de qu'il y ait un consensus de ceux qui ont le pouvoir de vote le plus important. C'est basique.
Mais c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit et le garder. En comprenant aussi que ce qui se passe en dehors du Fonds monétaire, on est dans une géopolitique mondiale où il y a des rapports de force. Pour illustrer, une bonne partie de la période évoquée par beaucoup d'entre vous, sauf le dernier intervenant, ne couvre pas ce qu'on peut appeler sur le plan géopolitique la guerre froide. Au moment de la guerre froide, les positionnements, aussi bien le Fonds monétaire que la Banque mondiale, avaient des configurations différentes selon que tel pays était membre, ou tel pays était en conflit où on devait prendre des décisions qui le touchent ou l'affectent. Pour illustrer, c'est simplement pour vous dire que dans l'évolution, avec l'arrivée des pays à faible revenu en masse, avec un pouvoir de vote négligeable, le monde a évolué dans des mutations. Et la guerre froide est un moment important qui a structuré ce que le monde occidental faisait et la manière dont il le faisait. Il y a des financements qui se faisaient dans les années 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin qui ne se font plus et qui ne peuvent plus se faire parce que les motivations politiques qui commandaient à l'époque ne sont pas les mêmes. Sur le plan un peu de l'analyse en économie politique, c'est des paramètres dans le département de sciences politiques comme le vôtre, c'est des choses qui ne doivent pas échapper. Les rapports de force du moment. J'ai combien de minutes? Non, c'est bon. Donc, c'est pour illustrer, pour vous dire que si on est dans une perspective d'économie politique, dans une perspective de sciences politiques, la question du rapport de force et des rapports entre les différents acteurs me paraît être décisive dans des configurations comme celles qui sont présentées ici, aussi bien au niveau du Fonds monétaire que de la Banque mondiale. Pour ce qui est du processus de décision, on est dans le même scénario, les acteurs sont les mêmes, les rapports de force sont les mêmes. Mais si on analyse dans le détail des événements qui sont passés dans les années 60-70 et même aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de décisions, la guerre en Irak, j'y étais là, dans d'autres événements, vous verrez que chaque pays ou chaque acteur qui est autour de la table voit comment on défend ses intérêts et les terrains. Pour illustrer, pour que ça vous dise quelque chose de très concret, je vous donne l'exemple de la France. La France est membre, vous avez dit qu'il est donc près de 4% au FMI et peut-être le même montant avant. Mais vous ne serez pas surpris d'imaginer que s'asseyant autour de la table avec d'autres, pour ce qui concerne les pays sur lesquels la France exerçait un certain contrôle et avec l'indépendance, comment la France s'est comportée, comment la présence de la France au Fonds monétaire et à la Banque mondiale a influencé les politiques de ces institutions, parce que chacun des puissants détermine sa posture et appuie les politiques, influence les politiques dans le sens de ses intérêts, y compris les États-Unis, quand il leur arrive d'avoir un intérêt par rapport à un pays particulier, un agenda par rapport au contexte mondial du moment, par rapport à des intérêts étroitement géostratégiques. Ce n'est pas une institution financière pour elle-même. Elle est dans un contexte géopolitique et suivant des intérêts de pouvoir et de puissance qui sont assez clairs. On ne peut pas être naïf de croire que les pays s'associent autour de la table et discutent de manière objective et prennent des décisions en fonction de ce qui serait idéalement l'intérêt collectif. La naïveté ne peut pas aller jusque-là. Dans les relations internationales, qui sont des rapports de force, ce n'est pas à vous que je l'apprends en tant que politiste. Bon, si ces aspects, je dis toutes ces choses pour que vous voyez de manière plus pratique, qu'on ne soit pas dans la rhétorique et, j'allais dire, des caractérisations faciles, de loin, mais le vécu et la réalité, c'est ce que j'essaie d'amener ici dans la discussion. À partir du moment où ces paramètres sont mieux compris, et que dans le cas de la France très spécifiquement, pour illustrer des deux côtés, pendant que j'étais à l'intérieur et avant même d'hier, quand une mission du Fonds monétaire quittait le siège pour venir en mission dans un pays de la zone franc, dans un pays d'Afrique, il s'arrête à Paris.
la mission ou le chef de mission s'arrête à Paris pour les consultations. À l'époque, ça ne se fait plus. Pour discuter avec les ministères de la coopération, les gens du Trésor et d'autres départements français, pour le recueil de leur part